Ok, c'est bon. Oui, oui. Trois univers, trois hommes, trois univers. Trois hommes et un couffin. Et un coussin, pardon. Un coussin. Et un cousin. Bon, est-ce que c'est possible de se dire que même s'il y a des êtres d'autres êtres évidemment dans d'autres galaxies ou même dans d'autres dimensions, c'est quand même nous, c'est quand même le même esprit, c'est quand même le même être avec les mêmes problèmes, avec les mêmes difficultés, avec les mêmes angoisses psychologiques, métaphysiques, etc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce ne serait pas de l'anthropomorphisme, quelque part, de dire ça? Est-ce que c'est de l'anthropomorphisme? Si c'était de l'anthropomorphisme, j'arrive à le dire, ça voudrait dire qu'on est des hommes, des êtres humains, et pas des esprits. Ah oui, on est tous esprits, c'est sûr. Oui, on est reliés à la même source, à la même unité originelle, cosmique. Mais on n'a pas les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, selon qu'on est dans un corps reptilien, insectoïde ou autre chose. Je crois que le point commun à un certain niveau, c'est quand même l'ego. Donc c'est s'interroger avant tout sur la question de l'ego. Est-ce que l'ego est une donnée essentielle de l'expérience que doit faire tout être vivant dans cet espace, en tout cas dimensionnel, qui est l'univers? Donc si on peut admettre qu'il a à ce niveau-là, en tout cas, il y a différentes espèces qui peuvent avoir un corps différent ou des mains différentes, des espèces qui peuvent ressembler à des dauphins, ou etc. La question est toujours le rapport de l'ascension vers cette course perpétuelle à l'infini et se positionnant par rapport à l'ego qui est comme fonction quand même de nous faire vivre la dualité. Je pense que l'être, partout où il est, quelle que soit sa forme, il a un ego. Oui. Aussi. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle ego et des niveaux d'ego. Parce que le libre arbitre, pour moi, c'est l'enjeu principal de chaque espèce, de chaque individu, le libre arbitre, c'est-à-dire sa liberté de penser, de décider. Et je pense que certaines espèces ont plus l'esprit de ruche que d'autres, et que d'autres sont plus individualistes, même si toutes peuvent être conditionnées effectivement par l'ego le plus fort ou l'influence la plus forte du groupe. Et si on part du principe que l'étymologie d'ego c'est je, donc il y a différentes subtilité dans le je. On peut être je dans l'aspect reptilien, ou on peut être je dans une dimension consciente plus élevée. Donc, le point de départ, c'est bien de savoir de quoi on parle au niveau de... Parce que la vraie question, c'est de savoir si l'ego est partout dans l'univers, où il correspond à un niveau de réalité, où il existe des êtres qui sont... je dirais, au-delà de l'ego, c'est-à-dire dans la conscience, sans ego. Oui, s'ils sont sans ego, c'est qu'ils sont passés par là, sans doute. Sûrement, oui. Et les autres qui ne sont pas encore dedans, ils vont passer par là. Et de savoir que le propre de l'humain, c'est d'atteindre cette conscience-là. Oui. Mais nous, on a déjà du mal à trouver l'unité entre des êtres humains qui pourtant ont tous à peu près le même niveau d'ego, pas beaucoup de différence, hein. Même s'il y en a des plus sages que d'autres, on est quand même tous à peu près au même point, et on a néanmoins du mal à se sentir en unité. Le jour où on va être en contact avec, de façon ouverte et immédiate, on ne pourra pas y échapper avec des êtres de ces autres dimensions. Comment on va faire pour trouver l'unité? Mais est-ce que c'est pas ça l'important? On peut chercher la... Alors l'unité, oui. Alors moi je pense qu'on est déjà en contact et que certains dirigeants de notre planète ont déjà fait des pactes avec, puisqu'on le voit au niveau technologique, qu'il y a eu des avancées qui ne sont pas divulguées au grand public, qui ne sont pas dues uniquement à l'esprit d'inventivité de l'humain. Et ces pactes ont été documentés, hein, notamment les rencontres d'Eisenhower sur la base d'Holloman, les plusieurs rencontres avec des factions extraterrestres.
et documenté aussi par le général Halsey et le général de la flotte du Pacifique. Donc tout ça c'est documenté. Donc ces pactes, ces êtres-là, on les rencontre. Certains d'entre nous les rencontrent de façon officielle et d'autres moins officielle. Je dirais dans les rencontres approchées. Donc c'est pas la réaction, elle est déjà là. Il n'y a pas à attendre qu'il y ait un contact officiel qui vienne se poser sur la Maison Blanche ou. Ils ont toujours été là. Et bon, si ça se généralise, si tout le monde est en contact plus ou moins à un moment ou un autre, est-ce que le défi, c'est pas de trouver ce qu'il y a de commun entre ces êtres, entre ces incarnations? Si on prend l'exemple du conquistador, pour qu'il puisse y avoir une communication, pour qu'il puisse y avoir Vas-y, Marc. C'est un peu. Oui, mais après, c'est le niveau de technologie et des enjeux et la mission, l'objectif de chaque faction et chaque espèce. Parce que, effectivement, au sein des humains, on peut dire qu'on a plus ou moins tous le même ego. Je ne suis pas trop d'accord. Il y en a qui. Les plus gros égos sont quand même dans la caste dirigeante et travaillent très très bien en réseau avec les sociétés secrètes. Et la haute finance et les complexes industriels pour maintenir et médiatiques pour maintenir cette emprise sur les populations et donc ce conditionnement des masses pour les abêtir un maximum, les zombifier pour qu'ils ne s'éveillent pas pour reprendre leur pouvoir, souveraineté individuelle. Et dans ces factions-là qui nous visitent, il y a autant d'agendas, de programmes qu'il y a d'humains différents sur Terre. C'est-à-dire que même 100 000 fois plus. Alors, on ne peut pas tout généraliser sur l'extraterrestre. L'extraterrestre, c'est comme l'extraterrestre qui arrive qui dit l'humain, c'est ça. Non, au sein d'une seule espèce extraterrestre, il peut y avoir des quantités infinies d'agendas, de programmes différents et de factions rivales et différentes. Donc, j'imagine, alors ceux qu'on a répertoriés, pour l'instant, ceux qui nous visitent et ceux qui ont fait des pactes avec justement les militaires, c'est pas les plus bienveillants. Et disons qu'il y a peut-être deux. Là, dans l'échange qu'on peut avoir, il y a ce niveau d'interconnexion avec des entités différentes qui forcément ont une forme des intérêts, des défenses de territoire, qui ont des problèmes à résoudre, etc. Et puis on parle aussi de cette ascension spirituelle. Et j'ai une question on parle de l'ego, mais est-ce que quelque part, forcément, tous les êtres qui ont un ego ont une âme? Forcément, puisqu'ils sont animés. Mais tout est animé. Un atome, c'est animé. Une bouteille, c'est animé, n'importe. Un arbre, c'est animé. Ça a une âme, mais bon, jusqu'où, dans quelle forme elle prend, c'est autre chose. Et la question, c'est la finalité de tout ça. Est-ce que certains niveaux d'entités prédatrices vont-elles un jour ou l'autre aussi rentrer dans ce cycle d'évolution? Est-ce que c'est parce que l'être humain a une puissance spirituelle forte que quelque part on peut dire les entités prédatrices qui ne sont pas au même niveau que lui l'utilisent comme énergie? Oui, comme une sorte de pile, effectivement. Notre énergie vitale, notre connexion divine à la source, même si notre ADN est bridé, je pense que c'est tout à fait délibéré. On a un cocktail génétique de départ, une expérience génétique, donc on n'est pas venu là comme ça par hasard, peupler cette planète, ou en devenir les locataires, mais en tout cas, on a une expérience. Est-ce qu'on se trouve au niveau dans une ferme génétique, spirituelle, est-ce qu'on est du bétail, en tout cas l'humain considère l'humain comme du bétail déjà, donc il y a un produit, donc un chiffre, un numéro, pour certains, je parle, et il ne serait pas du tout étonnant qu'on soit dans une sorte de ferme énergétique, génétique, au vu des expériences de contact rapprochés, auxquelles moi j'ai pu être confronté, c'est-à-dire des dizaines, et par l'intermédiaire de tauliers dans l'ufologie, je dirais, anglo-saxonne, Mary Rodwell, David Jacobs, le bras droit de Bob Hopkins, Peter Robbins, mais des tas d'autres, qui ont fait des milliers en tout de régressions hypnotiques, me racontent les mêmes choses.
Donc quelque part, il y a quand même c'est un phénomène, comme je dis, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est un phénomène bien réel, il y a bien des interactions entre humains et des entités, en tout cas interdimensionnelles ou extradimensionnelles ou extraterrestres. Il y a une relation de prélèvement, d'expérience génétique qui est très prononcée. Et c'est intergénérationnel, c'est-à-dire que c'est pas seulement dans cette incarnation que l'être humain a commencé on lui dit toujours, en tout cas, tu as fait un pacte spirituel pour continuer l'expérience avec nous, continuer à nous aider, etc., de génération en génération. Et la question, c'est ce niveau ascensionnel, puisque, comme tu le dis justement, Franck, que quand l'infini porte l'infini, donc il ne peut pas être atteint. C'est un but. Donc ça, c'est très clair. Et que les états d'évolution sont des états qui sont des états stationnaires pour une poursuite d'évolution. Est-ce qu'à un moment donné, quelle que soit l'entité, ce parcours, de toute façon, est un parcours d'évolution, qui tout est entraîné. Est-ce qu'on pourrait considérer qu'à un moment, il y a une formule que j'aime beaucoup en Inde, qui est que quand le mental meurt, on ne meurt pas. Et cette question, est-ce que tous les êtres qui sont intégrés, quelles que soient les prédations, etc., ont le même destin d'ascension? Moi, je crois absolument. Je crois que si on est animé, si on a une âme, c'est parce qu'on a un même but. Un seul but unique conduit au fait d'être animé. Il n'y a pas différentes façons d'être vivant. On est vivant, donc il y a un seul but qui est conduit au fait d'être vivant, d'être animé, d'être incarné. C'est pas une réalité, une façon de naître, de prendre une réalité dans un univers, et puis dans un autre univers, ce serait d'autres lois, d'autres règles qui feraient qu'on est animé et qu'on vit. Non, non. Si on est tous vivants, et s'il y a des prédateurs, il y a des prédateurs chez eux comme il y a des prédateurs chez nous, ça veut dire qu'il y a une unité de l'esprit, une unité de l'âme, et donc un seul but. Et s'il y a un seul but, alors, à coup sûr, tout le monde est conduit à un moment ou à un autre à passer par le même cheminement spirituel. Et c'est ça nous relie donc avec tous ces êtres-là. Et donc il y a une communication possible de toute façon, il y a des solutions possibles, et c'est ce qu'ils recherchent. Si tu dis ils essayent de nous pomper notre spiritualité, ils sont dans un état où pour nous, notre spiritualité les intéresse, donc c'est bien encore le signe que nous sommes un avec eux, puisque notre spiritualité, c'est ce qui les intéresse. Et il y a cette question aussi d'être responsable de ce qu'on crée aussi. C'est-à-dire que où se joue la manipulation dans tout ça? Est-ce que l'être humain est entièrement responsable de ce qu'il crée? Ou est-ce que, et ça je pense que c'est mon mental qui parle, puisque si on est dans le ressenti, on peut avoir une autre réponse, mais où se place la manipulation? Parce que c'est vrai que la manipulation, c'est de faire croire à la liberté d'une personne alors qu'elle ne l'est pas. Donc cette notion de libre arbitre qu'a l'être humain, est-ce qu'il est entièrement responsable de sa création, ou est-ce qu'il a une forme de soumission par rapport à la manipulation? Parce que c'est tout le débat est là, c'est-à-dire quand on parle de matrice, on parle de la matrice comme quelque chose qui intervient, qui s'oppose finalement à une forme de liberté qu'a l'être humain. Donc quelque part, on induit que l'être humain n'est pas responsable de la manipulation qui le pèse. Et pourtant, dans le fondement principe métaphysique, l'être humain est entièrement créateur de sa réalité. Mais est-ce qu'il ne pourrait pas être les deux, c'est-à-dire victime de son conditionnement inconscient et aussi être responsable de ses actes par rapport à son inconscience? Je pense que c'est les deux. En tout cas, je ne pense pas qu'on puisse mélanger l'être humain et le fait d'être créateur. C'est pas l'être humain qui est créateur, c'est l'être. C'est ce qui nous crée en tant qu'humain. Ça, c'est créateur. Comme la même façon d'être créateur l'est créé sous une autre forme. C'est pas l'humain spécifique.
l'humain est une façon de créer. Ce qui nous fait créer passe par notre filtre humain, comme il passe par leur filtre à eux, mais c'est le même créateur. Oui, on est d'accord, oui. Et je suppose que cela est inatteignable. De toute façon, on peut changer son filtre. On change toujours son filtre. On peut nous imposer des filtres, plus de filtres, des filtres supplémentaires, nous rajouter des conditionnements, des implants, tout ce qu'on veut, pour nous obliger à créer plutôt dans un sens que créer dans un autre. Mais au bout du compte, le fond de notre être, il n'est pas atteint par ça. Oui. Pas plus chez nous que chez eux. Et c'est ça qu'il faut atteindre. Atteindre qui n'est pas forcément sous forme de cette notion d'effort, mais de dévoiler toutes les illusions, quelque part, qui nous séparent de cette conscience qu'on est. Aller au-delà du filtre. Et puis, les aider à reconnaître que leur filtre, ils peuvent s'en débarrasser aussi. Même si eux, être attaché à l'ego, c'est être attaché à son filtre. Dire, je suis un filtre. C'est ça qui compte. Je suis le filtre. Et eux, peut-être, enfin certains d'entre eux, sont complètement mangés par ça. Il n'y a que ça qui compte. Les autres, on s'en fout. C'est mon filtre qui doit s'imposer aux autres. Mais en même temps, Franck, quand on parle de l'aspect créateur de l'humain, puisque la conscience, enfin l'être est l'être, cet être, on lui offre quelque part un habit, on va dire, par sa pensée, son émotion, et c'est un peu l'image que j'ai qui arrive, c'est un peu les vieux cinémas avec le projecteur, l'énergie, et l'écran blanc et le film. Donc quelque part cette énergie et l'être est disponible, et notre mental l'habille du film de notre vie. Et transmet sur un écran blanc qui est notre soi profond, le film qu'on crée. Donc on est quand même à un moment donné créateur. C'est-à-dire qu'on habille cette... il y a quand même une forme de responsabilité aussi. Oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. C'est-à-dire, on module, on traite ce principe créateur qui est notre vraie réalité. Et toutes les entités qui s'entrecroisent ont aussi cette énergie, et elles l'habillent aussi de leur niveau à elles. Souvent l'esprit de ruche, d'ailleurs. Souvent l'esprit de ruche. L'esprit de collectivité, tout le monde va dans le même sens, comme un banc de poissons, quelque part, de groupe, comme les fourmis, ou voilà. C'est toute la partie de l'aspect, on va dire, reptilien, en fait, intérieur, qui est notre cerveau primitif, qui justement, là où c'est une question de durée, en fait. C'est-à-dire qu'on va vers quelque chose, même si chaque être humain ou chaque espèce va vers cette ascension spirituelle, mais il lui faut du temps. Et certaines espèces vont vers la ligne droite, d'autres prennent des chemins sinueux, mais comme les êtres humains, j'imagine. Et donc, la connaissance spirituelle, c'est une façon peut-être de quitter les chemins sinueux pour aller vers une autoroute. Et que tout ça, c'est une affaire finalement de... Est-ce que par exemple, finalement, quel est le sens de tout ça pour vous ? Que l'être humain, là, actuellement, tout ce qui se passe actuellement, alors que quelque part, je pense que tous les trois, on est d'accord qu'on va vers une ascension. De toute façon, on est tous aimantés à la fois par le produit qui nous a créés, mais en même temps aimantés vers cette même source. Mais quel sens ça a, tout ça ? Le sens, c'est d'arriver, nonobstant toutes les apparences, les formes, les incarnations, etc., arriver à mettre en évidence ce qui nous relie. Et plus c'est différent, plus c'est difficile à se relier, mais plus c'est intéressant. Exact, oui. Entre nous, on a du mal, on est très semblables, on a du mal
à mettre en évidence ce qui nous relie, à travailler ensemble et tout. Avec eux, c'est beaucoup plus difficile, mais c'est le sens que ça. De toute façon, on ne peut pas se contenter de chercher l'unité avec ses semblables, il faut chercher l'unité avec tout le reste. Il faut déjà faire la paix avec soi-même, et ça c'est déjà difficile. J'aime bien le terme de compréhension. Dans son étymologie, c'est inclure. Oui. Donc quelque part, je pense que la clé de quitter les chemins sinueux qui peuvent être très intéressants aussi, mais de cette ligne droite, c'est la notion d'inclure de plus en plus la différence. Pour finalement retrouver qu'en allant jusqu'au bout de cette différence, on y retrouve finalement l'unité qui est à la base. Donc c'est toujours un problème d'ego, quelle que soit sa forme. Donc ça veut dire que dans toutes les dimensions, dans tous les univers, dans toutes les planètes, on va retrouver, grosso modo, les mêmes sentiments, les mêmes façons de souffrir, les mêmes façons d'aimer, les mêmes façons les mêmes problèmes, les mêmes difficultés psychologiques, ça ne va pas être très différent. C'est vrai. Donc on peut jouer là-dessus. En psychologie, par exemple, il y a ce qu'on appelle les émotions primaires et émotions secondaires. Les émotions primaires, c'est bien avant que les bébés se conceptualisent, on retrouve les émotions primaires qui sont la joie, la tristesse, la douleur, etc. Et c'est après, quand le mental se complexifie avec la dissociation entre la souffrance et le plaisir, etc., qu'on y rajoute la culpabilité, etc. Mais à la base, tous les êtres humains ont ces émotions primaires, qu'utilisent les acteurs d'ailleurs. Et je pense que toutes les entités souffrent, éprouvent de la joie, etc., à leur échelle. Et c'est en fait, on dirait presque que la chute, c'est finalement de se dévoyer par rapport à ces émotions primaires et de se compliquer dans le mental. Et d'arriver que même des civilisations élaborent des monstruosités de scénarios, et on arrive à une forme de prédation. Oui, mais si on quitte ce niveau d'émotion que nous, on peut ressentir, c'est peut-être aussi ça ce qui fait notre force et notre faiblesse. On peut arriver à des entités qui ont été décrites totalement sans émotion, froides. Et est-ce qu'on veut vivre à ce niveau-là l'être humain est capable. Désensibilisation? Oui, bah évidemment, l'être humain est déjà capable. Il y a beaucoup d'êtres humarins sans réelle conscience. L'être humain est capable de faire preuve sans remords, d'insensibilité. Martin Gray qui disait qu'il avait observé... un cousin, mais un digne cousin. Il disait que dans les camps de déportation, il avait un de ses bourreaux qui était monstrueux et il le voyait d'une tendresse infinie pour son chien. Et c'était le grand paradoxe de l'humain. Voilà. Il était capable de trucider 3000 à 4000 personnes par jour et d'embrasser son chien comme quelque chose le plus grand amour qui soit. Donc je pense que l'être humain, quelque part, est le reflet de tous les paroxysmes de l'univers, peut-être. Et que c'est vrai que l'aspect émotionnel, Franck, l'aspect émotionnel me paraît intéressant parce que je pense que l'être humain a un tel potentiel émotionnel que c'est forcément une richesse au jeu de l'univers, non? Oui. Oui, bien sûr, une richesse. Et puis ça. Mais de toute façon, même celui qui n'en a plus, ou qui n'en a plus dans certaines circonstances, ou qui a appris à ne plus en avoir, bah, il est capable de les retrouver aussi. Il ne demande que ça. Que leur chakra du cœur se remette en route. Et c'est bien la voie émotionnelle qui est finalement la voie d'ascension. C'est la voie émotionnelle, la voie d'ascension. C'est bien les émotions sont bien la construction du passé qui camoufle l'intuition. C'est là-dessus qu'on s'appuie, mais c'est pas suffisant. Pour en sortir d'une certaine façon, pour les maîtriser, pour ne pas en être esclave non plus. Bien sûr. Bon, en tout cas, ça nous laisse plein d'espoir. Par rapport à nos copains, à nos exo-copains. Ou à nos créateurs. J'allais pas nous créer, hein. C'est leur faute. Hein. Parce que si on a cette unité en nous, il n'y a pas de raison d'avoir des ennemis, il n'y a pas de raison de ne pas leur faire comprendre qu'ils n'en ont pas non plus. Alors dans certains récits de contactés, il y a des factions extraterrestres qui se posent comme
des personnes qui n'ont plus de dualité, qui vivent dans une dimension plus élevée, qui se déplacent par la pensée, et qui communiquent télépathiquement, qui n'ont plus d'ennemis, etc. Alors est-ce que c'est encore des récits pour mieux leurrer le contacté, ou est-ce que vous pensez que ces dimensions et ces êtres existent dans une dimension où il n'y a presque plus de dualité? Ça n'existerait pas. Oui. Tous les niveaux de conscience existent. Et puis, puisque on peut le voir que l'énergie libre, on peut voir, même si c'est difficilement envisageable, mais on peut voir que l'énergie libre, c'est quelque chose de concret. Donc, vous voyez, on voit déjà la révolution que ça peut occasionner dans les relations avec les êtres. On voit que le travail spirituel, émotionnel, ça existe. On voit bien qu'il y a une forme de palette de peinture qui est présente, donc on peut très bien imaginer qu'il suffit qu'elle se réalise plus profondément pour avoir la société dont tu décris. Donc forcément, si c'est possible, elle existe déjà. Le temps, c'est pas ça qui existe le plus. Hein. Oui. Il y a différents univers, c'est dans des temps... C'est dans le présent de toute façon. Oui, donc on peut envisager... Mais est-ce que vous envisagez qu'on puisse, nous, de notre vivant, remodeler, refaçonner l'esprit directeur de la ligne de conduite de cette société humaine actuelle qui court vers quand même la perte? Enfin, je ne veux pas être pessimiste, mais vers sa perte et puis la destruction de la planète et de tout le vivant qui la peuple. Ça peut arriver, mais ça dépend de nous, c'est possible. On peut très bien changer nos modes de fonctionnement, nos modes de ressenti par rapport aux autres, toujours en mettant en évidence ce qui nous relie aux autres. Et donc, par exemple, en n'exploitant plus les animaux, comme si c'était pas nous, c'est nous. Et nos exo-copains, j'aime bien cette expression finalement, aussi c'est nous, il n'y a pas de raison de ne pas arriver à mettre ça en évidence et à vivre en communion, en communauté. Donc on pourrait faire un site, cherche ton exocopain.com. Adopte un extraterrestre. Et non pas adopte un parasite. Hein, je voudrais aussi répondre à ta question. C'est lors de l'intervention, tu te rappelles qu'on avait posé cette question. Et que moi, mon feeling, c'est justement qu'il n'y a même pas à se poser la question de savoir si ce que tu fais chaque jour pour toi-même, qui est finalement le plus grand défi que chacun a, c'est sa mort. Donc c'est plus intéressant de savoir ce qui va se passer à ta mort et de la préparer plutôt que d'imaginer, puisque à ta mort, en fonction de ton niveau d'évolution, tu peux avoir des réponses. Et qu'en étant dans cette... Parce que souvent, c'est l'erreur, c'est on attache trop d'ego, trop de pression, d'idéal dans la transformation. C'est-à-dire qu'on a tendance à projeter son manque de transformation intérieure à l'extérieur et imaginer que la société va se transformer, etc. Je pense que c'est plus intéressant de faire son travail chaque jour et que de toute façon, il y a un entrecroisement de lignes de maturité. Je crois que tout le monde progresse vers cette ascension, mais à son rythme. Et, même celui qui est... Même la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue, est un bel exemple, finalement. Le lièvre et la tortue, attends que je me rappelle. Et oui, c'est Rien ne sert de courir, il faut partir à point. À point de la tortue cuite. Non, c'est pas ça. Non. Mais finalement, c'est vrai qu'il y a une leçon, c'est que la tortue qui est la plus lente a réussi à faire son chemin, mais quelque part le lièvre aussi. Voilà. Mais sauf que lui, il a vu son monde différent, mais il est à son évolution. Mais si on est dans un jeu holographique, imaginons, donc dans cette fameuse matrice, cette prison vibratoire, contrôlée par une grille énergétique qui est elle-même contrôlée par les maîtres du jeu, donc on dirait qu'on est les joueurs. Est-ce que dans chaque jeu, il y a un crack, on peut trouver une triche, en tout cas un raccourci pour hacker le jeu? Est-ce qu'on n'irait pas plus vite
plutôt comme le lièvre que la tortue, à essayer de trouver une manière de hacker, prendre un raccourci pour sortir de ce jeu, ou en tout cas le transformer. Mais je pense qu'il y en a qui y arrivent. Hein. Oui. Mais c'est leur... encore une fois, c'est chacun a son évolution. Et puisqu'on va tous vers le même, vers la même attraction, chacun suit son rythme. Et c'est vrai que cette image, des fois, est-ce qu'on peut imaginer que des fois des entités peuvent nous voir un peu comme nous, on peut regarder où on traite les animaux, par exemple. C'est-à-dire que ou qu'une entité peut nous voir comme un arbre, voilà, en se disant bon, il n'y a pas d'impact, je vais l'utiliser. J'aime bien utiliser cette image comme un acteur de comprendre. C'est difficile, mais de comprendre qu'une entité a un ego et qu'elle cherche aussi à rejoindre une forme d'unité, mais à sa façon. Et c'est vrai que nous, regarde comment on se comporte avec les animaux, avec la nature, etc. Je pense que c'est ça qui crée notre matrice. C'est ça qui crée c'est notre comportement vis-à-vis des animaux qui est responsable du fait que nous faisons en sorte d'avoir des êtres qui nous traitent comme des bétails, de la même façon. C'est intéressant ça. Hein. Un jour on arrêtera, ça suffira pour qu'il n'ait plus rien à faire ici. Oui, parce que l'énergie sera différente, on changera d'énergie. Je crois que là où est la conscience, de toute façon, là est le créateur de la matrice. Oui. Il n'y a pas en plus du fait qu'on est là, un créateur qui dominerait cette matrice et qui ferait ça pour nous embêter, que nous n'y serait pour rien. Non, c'est notre comportement de chaque instant qui engendre et entretient cette matrice. Parce que pour qu'il y ait une matrice tout le temps, il faut qu'elle soit recréée à chaque instant. Qui la recrée ? C'est comme le passé de chacun. Le passé de chacun a besoin de recréer des traumatismes répétitifs pour nourrir notre propre inconscient. C'est intéressant, c'est pour ça que le travail intérieur est une forme de symbole de ce qui se passe dans notre monde aussi. C'est-à-dire qu'on est un micro-monde aussi. Et qu'on porte finalement toute la diversité de l'univers et toute la palette émotionnelle. C'est pour ça qu'on est un aussi, puisqu'on se reconnaît dans l'autre. Et souvent, on parle de projection, mais souvent, plus on met des ombres en soi, et plus on le projette sur les autres, et nous coupe de l'unité de l'autre. Le but, c'est de reconnaître cette unité, de la reconnaître. C'est pas, donc, cette notion de compréhension, je la trouve, moi j'aime beaucoup ce mot. Elle est bien, mais essayons de nous placer, nous identifier à des prisonniers derrière les barreaux d'une prison. Même s'ils se reconnaissent comme appartenant à la même unité, ils sont toujours les barreaux de la prison autour d'eux. Oui, mais s'ils sont ces barreaux eux-mêmes, ils sont les créateurs de ces barreaux, ils sont libres. Et si nous recréons à chaque instant ces barreaux, on arrête de les créer. Et pourquoi est-ce qu'on les recrée, justement, si on n'était pas conditionnés ? Tant qu'on en a besoin au niveau de notre ego, on les recrée. Si on se comporte de la façon dont on se comporte, c'est parce qu'on en a envie. Oui, parce que le jour où on veut changer, on change. On pourrait se dire aussi qu'il y a une privation de connaissances qui nous permet d'accéder au dehors de cette prison. Mais en même temps, il me semble en tout cas que tout est disponible. Enfin, je veux dire, si on est curieux, on a quand même beaucoup d'informations, de connaissances, et pour pouvoir déjà commencer à faire ce travail de transformation. Oui, mais on a tout ce qu'il faut, oui. Oui, mais le leurre, c'est le chantage matériel, la tête dans le guidon. C'est-à-dire qu'on ne sort pas l'excuse habituelle du citoyen lambda. Mais lambda, c'est j'ai pas le temps de m'intéresser à ça, j'ai pas le temps de regarder. Parce que je suis dans la survie reptilienne matérielle, c'est tout. Oui, mais encore une fois, ça fait partie de ce que la planète, en tout cas de ce que l'individu ou 80% des personnes doivent vivre pour. C'est comme les successions de vie. Ce que je disais à Swan tout à l'heure. Bonjour Swan. Salut Swan. Salut. Bonjour. Ce que je disais à Swan, c'est que la succession des vies permet finalement un empilement jusqu'à ce qu'il y ait une cristallisation de la conscience. C'est-à-dire que d'un coup, il y a une intégration de toutes les expériences et à un moment, l'individu est prêt comme un arbre qui tombe d'un fruit. Hein. Après la maturité, le pourrissement, mais c'est le pourrissement de la forme de notre mental qui forme la graine. Hein.
Et ça, c'est une très belle image d'ailleurs, je trouve. Il y a un tremplin. Et notre humanité est peut-être obligée de passer par un état de maturité dans cette énergie d'inertie, etc., jusqu'à une forme de pourriture pour renaître. Peut-être. Tant qu'on soit le prisonnier, on est prisonnier. Mais nous ne sommes pas le prisonnier. Le prisonnier est notre création comme le reste, comme la prison elle-même. Et petit à petit, à force de naître, mourir, naître, mourir, naître, mourir, on finit par s'apercevoir, bon bah j'étais là, même quand j'étais pas né. Et je serai là même une fois que je serai mort. Mais du coup, si on fait un bilan de l'histoire de l'humanité, alors wipe-out, déluge, cataclysme, éradication, on repart presque à zéro avec quelques petites traces du passé, mais pas trop. Donc mémoire effacée, tous les 5 000, tous les 10 000, tous les 26 000, c'est quand vous voulez, hein, au niveau des déluges. Bon, il y a différentes théories, différentes traces archéologiques, mais qu'est-ce qu'on a appris? On nous refourgue les mêmes arguments politiques, prétextes pour faire la guerre, recréer un enfer sur Terre, des génocides, tout le temps, mais on a appris quoi avec le karma? Mais rien. parce que tu parles de succession, mais cette succession, elle s'inscrit seulement dans un rythme. Tu vois, toi tu parles d'une échelle du temps qui a l'air monstrueuse, mais en fait pour l'univers c'est rien, c'est juste une fraction de seconde. Donc c'est juste ce que tu penses, pourtant c'est monstrueux, hein, quand on se retrouve avec une vague de 100 mètres de haut, on est bien loin de la métaphysique là. Et ce que je veux dire, c'est que ce que tu dis là, à l'échelle de l'univers, c'est que... Métaboué vite. Mais d'un point de vue de fourmi... Après métaphysique, métaboué. mais la succession dont tu parles n'est qu'une histoire, une fraction de seconde dans l'univers. Mais c'est qu'un rythme. Et a priori, on n'est pas encore sorti d'une compréhension collective. Voilà. Eh bien écoutez, c'est très sympathique, ce petit dialogue. Merci. On a bien fait de passer par là. Merci à vous deux. Merci de nous accueillir. Merci Franck. Merci. Merci. À une prochaine.